Ouais, donc on va rentrer maintenant dans la séquence suivante. On a pas mal évoqué par effet de ricochet brièvement ce que le Menet a pu faire. On va maintenant rentrer un peu plus dans les détails avec cette séquence qu'on a appelée le Menet 10 ans après. Au niveau du comité de pilotage de l'événement, quand on a pensé à une séquence, il était évidemment logique de reparler du Menet, mais on s'est aussi dit, puisque le Menet était finalement un début de cycle, et que là, on fait une première boucle, un premier point d'étape, 10 ans après, et que cette boucle-là, elle n'implique pas que le Menet, elle implique aussi un certain nombre de porteurs de projets sur son territoire, en particulier celui de méthanisation territoriale Géotexia, et elle implique aussi une histoire commune avec Leclerc. Donc on a créé une petite séquence à 3 intervenants, donc Jackie Heniel, présent il y a 10 ans, toujours présent Jackie, donc je t'en prie. Tu peux monter sur scène. Pascal Soulabaille, qui est aujourd'hui président de Géotexia. Bonjour Pascal. Et donc Madeleine Charrue, précédemment à l'époque présidente du Clair, aujourd'hui administratrice. Précédemment directrice de Solagro, aujourd'hui chargée de projet déléguée au développement des partenariats et du projet associatif de Solagro. Alors peut-être, Madeleine, éventuellement, tu seras peut-être plus à l'aise là, non, si tu joues le rôle d'animatrice peut-être. Et donc, sur proposition de Madeleine, on a prévu une séquence un petit peu d'échange, questions-réponses, sur laquelle on a un petit peu travaillé ensemble. Et moi, je vais passer le micro de l'animation à Madeleine. Donc, il y a 3 micros devant vous, prenez-en un chacun. Oui, alors au moment où vous prenez la parole, il n'y a pas de souci du coup pour les masques, on vous a un peu distancié. Et donc ça nous permettra de revenir sur ces 10 ans d'histoire, les grandes étapes, le local, les projets, le national. On va faire résonner un petit peu ça dans une séquence qu'on veut un peu pédagogique sur ce que le Menet et parallèlement le réseau TEPOS et Leclerc ont fait. C'est à toi Madeleine. Merci. Ça marche ? Oui, ça va. Oui. Ok. Je voudrais d'abord dire que je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui, en présentiel, comme on dit maintenant. Et je vous remercie vraiment d'avoir tenu bon et qu'on puisse honorer ce rendez-vous. Alors, j'étais effectivement aux premières rencontres. Je n'ai pas manqué une des 8 suivantes. Et je vais vous faire une confidence, je suis un peu accro. Et moi, les rencontres TEPOS, c'est mon traitement antidépresseur annuel. Parce que ce partage d'initiatives, d'engagement au service de l'intérêt général, d'ingéniosité, je ressors toujours regonflé, remotivé et stimulé. Et je crois que je l'avais déjà proposé, mais ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale. En 2011... Jackie, vous nous avez réunis pour les premières rencontres énergie et territoires ruraux. Alors c'est le moment de nous raconter pourquoi, qu'est-ce qui a motivé cette initiative, qu'est-ce que vous aviez à montrer et à partager, et puis peut-être plus généralement pour ceux qui n'étaient pas là aux premières rencontres et pour les plus jeunes, est-ce que tu peux nous retracer à grands traits parce que les organisateurs n'ont pas prévu 3 heures et qu'il y a beaucoup de choses à dire, l'histoire du Menet et de l'énergie. Les curieux liront le bouquin de Paul Houet en entier. Je vais faire ce que je peux, Madeleine, mais Yannick risque de me censurer. Bien, donc j'étais déjà parti tout à l'heure, un petit peu dans la présentation, mais je vais revenir quand même. Je vais essayer de faire court et d'essayer de faire clair quand même aussi. Donc, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les choses n'arrivent pas comme ça, comme des cheveux sur la soupe. Il y a toujours quelque part un levain. Et le levain chez nous, c'est vrai, ça a été le comité d'expansion de 1965 avec Paul Houet. Je crois qu'il faut repartir à ça. Après, on a eu le syndicat mixte, le syndicat mixte du Menet. Donc, tous les maires ont collaboré. Et ont collaboré surtout d'autant plus quand il a failli que cette usine s'en va du territoire. Donc là, les maires ont été contraints de collaborer encore plus. Et puis, l'usine Carmenet, juste l'usine pour... Carmenet, oui.
Donc il y a eu aussi des événements quand même, des événements marquants hein, par rapport à tout ça. Donc il y a eu le Salon des fourrages en 92, il y a eu ces visites qu'on a fait au Danemark en 99 et Dominique il doit être par là, mais je crois que lui aussi il a porté les idées du Mené d'une brillante façon et puis je veux le remercier et c'est vrai que il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Il faut absolument aller voir ailleurs ce qui se passe. Et on avait la chance, à cette époque-là, d'avoir une association sur le Mené. C'était MIR, Mené Initiative Rurale, donc, qui avait succédé au Comité de développement agricole. Et dans cette association-là, donc, il a germé plein d'idées. Donc, cette idée énergétique, elle est venue de manière, je dirais, très simple. On avait déjà un petit peu en ligne de mire, je dirais, la fin du pétrole. C'était peut-être un peu prétentieux de notre part, mais on voyait déjà arriver ça en ligne de mire. Et nous, les paysans, parce que moi, j'étais agriculteur, je le suis encore, même retraité, on s'était dit tout simplement, si on n'a pas d'énergie demain, comment on va faire ? Les jeunes de demain, ils ne vont pas reprendre la binette, ils ne vont pas retravailler comme nos parents. Il va falloir trouver des solutions. Et donc, l'énergie nous est apparue comme un facteur déterminant. Et donc, c'est pour ça aussi, et à la base, ces agriculteurs qui ont fait ce déplacement au Danemark en 99, qui étaient partis voir comment se passait du compostage, se sont rendus compte que là-bas, ils étaient déjà rendus à la méthanisation. Donc, vous voyez l'intérêt d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est un peu le but de nos rencontres aussi, Madeleine. À chaque fois, on apprend des autres, tout à fait. Et puis en 2003, moi j'ai été en 2001 avec toute l'équipe qu'on a citée tout à l'heure et puis que je ne cesserai de remercier parce que je crois qu'on a fait un bon boulot. Et donc en 2005, la communauté de communes a décidé, a voté à l'unanimité le projet du Mené, donc Mené 2025, autonome en énergie renouvelable. Donc c'était ça le projet du Mené en 2005. Donc de là, bien sûr, avec notre ami Marc Théry, on a parcouru l'Europe hein, dans tous les sens. Gussing, Straubing, on est allé voir ce qui se faisait de bien ailleurs. Et puis on s'était dit, ben voilà, le Mené, on est bien gentil, on est vraiment les meilleurs, mais on n'est pas tout seul. Et c'est là, Yannick, qu'on a eu la chance de se rencontrer à Lyon. Et puis, ben voilà, nous, on n'est que des 10 heures, il nous fallait des techniciens pour nous encadrer. Et on a eu la chance de rencontrer Leclerc. Et puis la chance de rencontrer Yannick, parce que je lui le disais modestement tout à l'heure, il est là et quand vous avez quelqu'un qui est là depuis une dizaine d'années avec autant de compétences et puis d'assiduité, eh ben, je crois que c'est vachement important parce que c'est comme ça que les projets avancent. Et puis Madeleine... Le mérite de ne pas bouger. Tu as eu le mérite de ne pas bouger, de rester avec nous. Et je crois que tu en es content. Et puis Madeleine, il y a quand même un autre fait important, l'étude sur l'agro. L'étude sur l'agro que nous avons fait avec vous, en 2005. qui a mis en évidence justement notre dépendance, la dépendance énergétique du Mené. À l'époque, on s'est aperçu à travers cette étude que le territoire du Mené, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette commune, 6500 habitants... Et Jackie, juste fais attention, tu t'animes tout seul pour l'instant. ...dépensait 9 millions d'euros pour... acheter son énergie, on s'est dit, mais là, il y a quand même quelque chose de pas normal. Il y a des choses à relocaliser. On a beaucoup parlé de relocalisation tout à l'heure, mais il y a quand même des choses à relocaliser. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, que le projet du Mené, avec les différents projets qui ont été montés, qu'on verra ça tout à l'heure. Mais voilà un petit peu l'idée. Et le souci, surtout... tu l'as dit, Madeleine, tout à l'heure aussi, le souci de vulgariser, ne pas rester seul dans son coin, vulgariser les choses. Alors ça, c'était ma deuxième question. Puisque effectivement, en 2011, on a créé communément le réseau des territoires à énergie positive. Tu en es le parrain, j'en étais la marraine. Et pourquoi c'était important de rassembler d'autres territoires dans la durée ? Et qu'est-ce que vous vouliez faire ensemble que vous ne pouviez pas faire tout seul ? Moi, je l'ai un peu dit tout de suite déjà, mais c'est-à-dire qu'on a tous des territoires différents. On a tous des besoins différents,
Mais quelque part, il y a des moments, il faut savoir mettre les choses en commun. Et moi, qui ai été élevé donc, dans une formation agricole où à l'époque, on appelait ça la vulgarisation par-dessus le talus. Donc, regarder chez le voisin ce qu'il fait de bien pour l'apporter chez lui. Et pour moi, ça, c'est encore une remarque, une anecdote qui est encore valable aujourd'hui. Il faut regarder ce que font les autres, pas forcément les copier, mais il faut regarder ce que font les autres et puis partager, changer ses idées. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on ne fait pas deux fois les mêmes erreurs. Et moi, je répète souvent ce proverbe, ne suis pas celui qui sait, mais suis celui qui cherche. Je crois que c'est beaucoup plus important de suivre les gens qui vont chercher que les gens qui savent, parce que les gens qui savent, on en rencontre partout, mais en fin de compte, on se rend compte qu'ils ne savent rien. C'est ça le gros problème. Et le but des réseaux, justement, c'est de mettre en commun toutes ces échanges de bonnes pratiques. Voilà, alors puisqu'on fait un petit bilan, en 2011, on était 14 pour fonder ce réseau des territoires à énergie positive, dont 6 territoires. En 2013, en tant que présidente à l'époque, j'ai eu le plaisir d'accueillir le réseau au sein du Clair, à l'occasion de l'AG qu'on avait organisée à Cluny, en même temps que les rencontres TEPOS. Et je suis quand même heureuse d'annoncer qu'aujourd'hui, le réseau compte 130 membres, dont 90 territoires, engagés dans une démarche TEPOS ou très intéressés par une démarche TEPOS. Et même si ce n'est pas encore assez, on peut quand même se réjouir de voir un nombre de territoires aussi importants engagés. Alors, autre événement en 2011, l'inauguration de l'unité de méthanisation de Géotexia, en présence du ministre de l'Environnement, je crois. Ex-ministre, mais toujours aussi populaire. Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo. C'était là aussi la concrétisation d'une aventure collective. Vous nous en dites 2 mots et où on en est aujourd'hui? Oui, bonjour à tous et à toutes. Pascal Soulavaille, donc je suis le président de Géotexia, Mené. Enfin, j'ai surtout pris le flambeau après Dominique Rocabois parce que cette usine, c'est quand même Dominique qui a été à l'origine, qui a travaillé le dossier, quoi, et qui est né de la réflexion d'un groupe d'agriculteurs, quoi. Et ce projet, l'idée, c'était surtout de faire perdurer nos exploitations agricoles, quoi, qui étaient confrontées à un manque de surface d'épandage, quoi, et donc il y avait 2 solutions, soit on réduisait notre production, ou soit on trouvait une alternative, une issue à nos déjections qu'on avait en trop chez nous, quoi. Donc le projet Géotexia donc, a participé à résoudre cette problématique au niveau de chaque agriculteur, quoi, et qui a permis de produire de l'énergie en même temps, quoi. C'est un projet quand même qui est né d'une volonté collective, quoi, parce que tout seul, personne n'aurait pu faire ça tout seul, quoi. Et c'est vraiment un travail d'équipe entre les agriculteurs qui se sont regroupés dans une CUMA, quoi, et tout autour tous les organismes publics, je vais nommer par exemple l'agence de l'eau, quoi, l'ADEME, la région Bretagne, la commune, la communauté de communes à l'époque du Mené qui a participé aussi, quoi. La Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, et puis la société IDEX qui est actionnaire aussi. C'est grâce à tous ces gens-là aussi que ce projet s'est monté, quoi. Parce que sans eux, il n'aurait jamais vu le jour, quoi. Ok, mais où on en est aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de visite à Géotexia, puisque Géotexia a subi un incendie il y a 1 an, au mois de juillet de l'année dernière, quoi. Donc aujourd'hui, on en est dans la reconstruction de cet outil, puisqu'il faut que perdure l'activité des agriculteurs et l'activité aussi de la région, parce que sans ces agriculteurs, il y a plus de production, il y a moins de production agricole, donc il y a moins de travail sur le secteur aussi. Il y a l'entreprise Carmenet qui abat nos animaux aussi, moins d'habitants sur le territoire, quoi. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui fait qu'il faut maintenir toute cette activité, quoi. Donc, voilà. Ok, donc ça a brûlé, mais vous êtes prêt à repartir et à recommencer. Voilà, c'est un peu long, parce que les choses ne se font pas comme ça d'un jour à l'autre, quoi. Mais c'est sur la voie de la reconstruction, quoi.
Là, on est sur la voie de la démolition aujourd'hui. Mais voilà. Donc c'est surtout aussi, grâce à tout ce que je viens de nommer aussi, qu'on peut reconstruire, qu'on peut parler de continuer notre aventure. Parce que sans ces gens-là, sans l'action de tout le monde, on ne peut pas le faire, quoi. Voilà. Ok. On peut dire que vous avez été pionnier sur ces questions, puisque à l'époque, j'ai repris là aussi les chiffres. En 2011, il y avait 60 installations de méthanisation agricole individuelles et collectives, mais seulement 18 collectives. Et à l'époque où l'unité a été conçue, c'est-à-dire dès le début des années 2000, il y en avait encore moins. Donc on était vraiment dans les premières installations. Il y a eu des difficultés. Je pensais que vous alliez en dire un mot, mais ça n'a pas toujours été facile. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'être pionnier, mais c'est grâce aux pionniers qu'on apprend, qu'on optimise, que la filière peut se développer, que la réglementation évolue. Aujourd'hui, il y a 630 installations collectives, donc on a fait x10, et il y a 630 installations au total, on a fait x10, et 280 collectives, c'est-à-dire x15. Donc c'est quand même vraiment, les premières expériences ont vraiment servi au développement de la filière, et avec des réglementations qui ont évolué. Christian Couturier, l'actuel directeur de Solagro, qui était à l'époque chargé de mission, me rappelait qu'il n'y avait à l'époque pas de tarif pour injecter dans le réseau électrique en cogénération. Aujourd'hui, bon, on est toujours en train de négocier les tarifs, mais on a aussi des tarifs pour injecter dans le réseau de gaz directement. Les choses ont quand même fortement évolué. C'est vrai que quand on est pionnier, c'est pour ça qu'il faut s'entourer de tous les acteurs qu'on peut avoir autour de nous, parce que quand on démarre un projet, on va nécessairement à l'encontre, on va rencontrer des difficultés, quoi, parce que c'est novateur, et on découvre en faisant que c'était pas tout à fait comme sur le papier, quoi. Parce que la feuille Excel, on met des chiffres dedans, puis c'est assez simple, en fait, quoi. Mais dans la réalité des choses, c'est souvent différent, quoi. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, mais qu'on a besoin de tous les acteurs du territoire pour assurer tous ces projets pionniers, quoi, et qui servent nécessairement à d'autres, quoi, qui disent on va faire ça un peu différemment, puisqu'on voit que là, il y a une problématique, donc on ne va pas faire pareil, quoi. Voilà. Okay. Jackie, en dehors de la méthanisation, en 2011, il y avait d'autres projets qui sortaient de terre. Vous visez toujours 100% énergie renouvelable. Donc, où vous en êtes aujourd'hui sur votre trajectoire d'autonomie énergétique? On est sur la bonne voie, mais le but n'est pas atteint. Mais on n'est pas en 2025. Donc, aujourd'hui, on produit et on consomme 100% de l'électricité. Donc 100% de l'électricité qui est produite sur ce territoire est consommée donc sur le territoire. Donc là, on est à l'autonomie énergétique. J'exclus Carmenet, l'entreprise, bien sûr, parce que là, ça ferait exploser les compteurs, mais on y pense. C'est un petit territoire, Carmenet, dans le territoire. Oui, c'est un petit territoire. C'est une petite ville dans la ville. Donc voilà, aujourd'hui, il est produit à peu près 50 millions de kilowattheures sur le territoire du Menet. Et autrement, donc, on est à peu près, parce que nous, ce qui nous intéressait depuis le début, c'est le mix énergétique. Ce n'est pas de produire une énergie pour produire une énergie, puisque dans les territoires ruraux, et ça a été dit tout à l'heure par Jean-Noël Guerre, le directeur de l'ADEME, on a la possibilité donc, de produire toutes les énergies, puisqu'on les a sous les pieds. Il suffit de regarder et puis d'être intelligent et de s'en servir. Donc aujourd'hui, on produit 40%. Donc de toute l'énergie qui est consommée sur ce territoire. Donc c'est que 40%, mais c'est quand même 40%. Et puis c'est quand même 40 millions d'euros à peu près qui ont été investis depuis 2010, avec une dizaine de créations d'emplois. Mais je crois qu'à ces 10 créations d'emplois, il faut ajouter aussi les agriculteurs. Tu l'as dit, Pascal, tout à l'heure. Les agriculteurs engagés dans Geotexia avaient des surplus de lisier qui n'étaient pas déconnants du tout, qui étaient de 1000 m3, des choses comme ça. C'était infime, quelque part, mais c'était nécessaire pour maintenir en vie leur exploitation. S'ils n'avaient pas pu traiter ces 1000 ou 1500 m3,
qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient diminué la production pour rentrer dans les clous. Donc il y a eu un maintien de la population agricole aussi à travers cette unité. Et puis je crois aussi que bon, ce projet-là amène d'autres projets, hein. On a vu les projets éoliens participatifs où il y a 147 familles qui se sont investies dans ce projet avec toutes les difficultés qu'on connaît et que vous connaissez pour monter des projets, parce que la France, du côté administratif, moi j'aimerais bien vivre dans les îles, hein, où c'est qu'il n'y a pas de contraintes comme celle-là, mais je crois que la France, ça devient un peu récurrent quand même à ce niveau-là. Et donc tous ces projets-là, l'huilerie, les maisons solaires, tout ça, ça a donné une certaine dynamique et surtout une certaine envie aux gens, parce que les gens, comme je le disais tout à l'heure, la vulgarisation par-dessus le talus, eh ben oui, quand ils ont vu Géotexia, rappelle-toi Dominique ou Michel, a fallu qu'on affronte les Antilles, parce que des Antilles, il y en a partout, mais les Antilles-tout, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc un jour, il faudra peut-être les recadrer aussi. Et donc voilà, ça a amené d'autres réflexions et d'autres projets se sont fait jour et la dynamique continue. Enfin, on verra ça tout à l'heure, mais je crois qu'en disant on n'a pas chômé. Il y a eu des réalisations concrètes de fait et les gens quand ils commencent à s'apercevoir que ça sert à quelque chose, ils y adhèrent. Peut-être qu'on n'est pas bon au niveau communication, au niveau pédagogie, Madeleine. Je pense que ça a été sans doute peut-être un de nos torts. On ne sait pas le dire, alors qu'il y a des gens qui font moins et qui le disent plus. Mais voilà, c'est dans nos gènes, c'est comme ça, quoi. Moi, je crois que 40% de l'énergie consommée est produite localement. On peut juste dire bravo. Parce qu'au niveau national, les choses sont loin d'avoir évolué aussi vite. Moi, j'ai eu l'occasion de rapporter un rapport sur au CESE sur la mise en œuvre de la loi de transition énergétique de 2015. Hein. Les constats, c'était que la France était la dernière des pays européens en matière d'atteindre ses objectifs d'énergie renouvelable, objectifs qu'on s'était nous-mêmes fixés. On n'est pas du tout à la maille sur la rénovation énergétique des bâtiments, avec des objectifs qui datent pourtant de 2008, hein, qui datent du Grenelle. Et bien que la loi consacre dans son article 1er les territoires à énergie positive, on peut en être fier, je pense que les territoires ont toujours du mal à prendre leur place. L'appel à projet TEPCV et l'engagement de quelques régions qu'on peut remercier au soutien aux démarches TEPOS ont stimulé les démarches, mais force est de constater que les territoires sont toujours au centre, surtout des discours, et pas de l'action ni des moyens alloués. Alors, comme vous avez fait mieux que les autres, on va vous demander, c'est quoi votre secret? Comment vous avez réussi à mobiliser la potion magique, les agriculteurs, d'autres acteurs économiques, les habitants? Donc, j'avais dit, donnez-nous des exemples, tu en as déjà un petit peu donné. Mais la question suivante, directement, tu vas nous les rappeler, mais c'est comment est-ce qu'on entretient ces dynamiques d'acteurs et c'est quoi les ingrédients de la réussite? Oh, c'est une question compliquée. Vous avez 3 minutes. Non, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Il y a des levains à tout ça, et puis je l'ai surtout dit et je le redis à chaque fois. C'est pas dans l'opulence qu'on trouve les bonnes solutions. C'est toujours dans la difficulté qu'on trouve les bonnes solutions. C'est quand les choses vont mal qu'on a besoin d'avoir des choses, besoin de mieux vivre, besoin de faire des choses. C'est quand on recherche quelque chose, justement, je parle souvent de recherche, mais c'est quand on recherche quelque chose qu'on trouve les solutions. Le territoire du Menet, je ne vais pas y revenir, mais aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est encore le territoire, un des territoires les plus pauvres de Bretagne, avec les plus bas salaires. Bien sûr, il y a de l'agroalimentaire, mais vous savez, l'agroalimentaire, ça a du mal à nourrir ses agriculteurs et autour aussi. Donc, je crois que le secret, oui, il y a eu ce levain avec Paul Way,
des années 70, des années 80, qui a été enrichi justement aussi par la mise en place d'associations. Et puis cette difficulté permanente de s'associer, de faire mieux. Enfin, c'est peut-être un petit peu breton ces choses-là, mais je crois qu'il y a un parallèle aussi que je pourrais faire avec le monde rural. Ce sont l'organisation des agriculteurs en coopérative, en CUMA, parce qu'ils se sont aperçus que tout seuls, ils ne pouvaient pas réussir. Et quand ils se mettaient à plusieurs, là, ils avaient une chance supérieure de réussir. Donc, beaucoup d'humilité, je pense, justement, se jauger, savoir ce qu'on est capable de faire, savoir ce qu'on est capable de réussir, et puis dire, tiens, si le copain, il pense un petit peu comme moi, on a des chances d'aller plus loin. Ça, je crois que c'est important. De remède miracle, il n'y en a pas. C'est de travailler en permanence, et Pascal l'a dit, avec des partenaires. Avec les partenaires que vous êtes, Leclerc, la région, les autres structures. Je crois qu'on a toujours travaillé dans un bon état d'esprit avec tous nos partenaires. Et je crois que ça, c'est indispensable. Ici, ce n'est pas Jackie qui a fait les choses, c'est une équipe qui a fait les choses. Et on l'a fait ensemble et on va continuer à la faire ensemble. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, le travail de l'équipe. Quand il faut jouer en défense, on joue tous en défense. Quand il faut jouer en attaque, on joue tous en attaque. On sait faire un petit peu ces choses-là. C'est important, mais voilà, il y a peut-être cet enrichissement je le dis souvent, des gens comme Paul Houet et bien d'autres qui ont marqué leur empreinte de ce territoire. Et je crois qu'aujourd'hui et encore demain, les territoires qui vont réussir, c'est les territoires qui vont savoir travailler ensemble. Parce qu'on le disait tout à l'heure, ou ce midi en mangeant, les aides qui vont nous arriver demain, ça ne va pas être du saupoudrage pour la petite commune de 100 et 150 habitants. Ici, moi, j'avais compris depuis longtemps qu'il fallait obtenir une certaine dimension pour avoir pignon sur rue, pour avoir quelques subsides. Et je crois que demain, ça va être encore ça. Donc, moi, si j'avais, et j'en ai pas, mais je dirais, regroupons nos forces. Et puis, une fois qu'on a balisé la voie, on retrousse les manches et puis on y va. Et vous avez quand même pris le temps d'analyser un peu les conditions de la réussite et de le partager avec d'autres territoires à l'occasion des ateliers des villes-pères. Qu'est-ce que tu nous en dis? Qu'est-ce que tu en as ressorti? Et comment on peut le partager plus largement? Je ne vais pas dire, et puis pas tout à l'heure dans ma conclusion, j'irai peut-être encore un peu plus loin, mais là c'est vrai, l'hiver dernier, enfin ça va faire 2 ans maintenant parce que ça passe vite. L'hiver dernier, donc nous avons travaillé avec le CGET, donc le Commissariat général à l'égalité des territoires, et nous étions 4 territoires en France, donc Los Angeles, qu'un certain nombre, et puis je pense qu'il y a des élus de Los qui sont là. Julien est pas là. Il y a une grosse délégation. Il y avait une grosse délégation, ils sont là, ce sont les bienvenus. Ah ouais, salut. Donc, Grande Sainte, qui a été souvent à la une aussi pour d'autres raisons. Le territoire de Maloney aussi, je pense que l'équipe de Maloney est par là aussi. Donc, et voilà, ça nous a permis aussi de nous juger, pas de nous juger forcément, mais de nous jauger. Et puis de donner une autre dimension justement à cette dimension locale. Là, on affrontait des dynamiques tout à fait différentes. Quand on va dans ces collectivités, c'est tout à fait différent que le Menez. Mais alors, ça donne une autre dimension. Ça donne justement du recadrage aussi. Ça nous permet de nous remettre à notre place. Et puis, c'est vrai que, Madeleine, ce grand défi qu'on a lancé au début de l'année, je crois qu'on le doit à la commune de Maloney. Parce que donc eux, ils avaient mis déjà en 2018, si je ne m'abuse, Maloney prend ses quartiers, c'est-à-dire la collectivité travaille avec ses habitants, avec ses quartiers. Ce que nous avons fait cette année, on le développera, et puis vous le verrez tout au long de ces 3 jours, donc des présentations donc, de ce grand défi, donc, qui s'intéresse directement à la vie et au fonctionnement de nos citoyens. C'est ça, Yannick? Oui, c'est parce que juste après... Surprise, justement, c'était de bien préciser ce que c'est ce grand défi. C'est sur mobiliser les citoyens autour de leur quotidien, des déchets, de l'énergie, de l'alimentation, sur les changements de pratiques. Ouais. Ok. Et comme le temps tourne, juste un mot, vous avez évoqué
la création de la transformation de la communauté de communes en une commune nouvelle. Alors pourquoi cette transformation et qu'est-ce que ça a changé? Beaucoup de choses. Pourquoi on a fait ça? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, et puis mes copains qui sont là me démentiront pas certainement. Je crois que aujourd'hui, je m'excuse, mais il faut une certaine dimension pour exister. Il n'y a pas le choix. Moi, quand j'ai été élu en 2001, totalement par hasard, je n'avais pas envie de gérer, je dirais, que les affaires courantes. Les bus qu'on va mettre ici, et puis les chiens par-ci, les chiens par-là. J'avais vraiment envie de mettre un projet en place. Et puis tous mes collègues qui sont là, Michel, Gérard, et puis j'en citerai bien d'autres, Joseph et tout ça, on s'est dit, il nous faut un projet. C'est ça qu'il nous faut pour le mener. Et c'est ce projet énergie renouvelable. Et ça a été la même chose pour la commune nouvelle. Je me souviens, en 2015, l'AMF et puis la Caisse des dépôts organisaient une journée de formation à Paris. Et puis, nous, comme on chasse en meute dans le Menet, on est allé à 5 ou 6 élus, donc à Paris, à cette réunion. Et là, on a rencontré des gens comme nous, des élus de communes de 7, 8 000, 5 000 habitants, qui avaient justement la même volonté de se regrouper en commune nouvelle. Et puis, mais là, on retrouve le Alors cadre... attention, tu as trop emmêlé le fil de ton micro. On n'entend plus. Ah bon? Si, on entend. Ou c'est l'écho quand même. Là, on retrouve aussi le TEPOS dans les échanges et tout ça. Et moi, je me souviens, dans le train qui nous ramenait de Paris, on s'est dit, voilà, la commune nouvelle, ça c'est notre fil rouge. Et puis, on s'est mis dessus à fond. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une chance parce qu'on a quand même fait des réalisations importantes. Des économies d'échelle, on n'a pas fait des tonnes, parce qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions non plus, mais ça a quand même permis un certain nombre de choses. Et d'autant plus, dans une période comme celle-là, on a eu la chance d'avoir sur le territoire le premier centre de dépistage du Covid, grâce à notre organisation médicale. C'est peut-être une anecdote, mais c'est important dans la période. Et je crois que là aussi, ça rejoint la volonté qu'ont les élus de travailler ensemble, quoi. Je crois que c'est ça, la commune nouvelle, parce que moi, je vois ma commune, Saint-Gouénot, 700 habitants, pas grand-chose à y faire, pas beaucoup d'espoir. Tandis que là, avec une commune comme celle-là, avec les engagements, les directions qu'on a pris, là, on pèse un petit peu. On pèse un petit peu à un certain nombre de niveaux, et avec la chance, et la grande chance, d'avoir cette entreprise qui est accolée ici, moi je dirais un petit peu comme la moule au bouchon, parce que le budget du Menet à côté du budget de l'entreprise, c'est peanuts. Alors donc pourquoi là aussi ne pas s'organiser pour faire des réalisations comme Michel a su faire ici, cette belle salle, comme on en a fait d'autres à Plessala, comme on en a fait d'autres à Collinet. Et je crois que là on va aussi mutualiser nos services à la population, tout en diminuant justement nos investissements et à réserver nos investissements à des investissements beaucoup plus productifs. Merci. Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, qu'est-ce qu'on aimerait avoir à se raconter, Pascal? Il y aura une visite, sûrement. Non, moi je crois que dire j'ai fait ça, j'ai réussi ça, ça n'a pas la même hauteur que quand on peut dire nous avons réussi à faire ça, nous avons fait ça, quoi. Et les agriculteurs, on s'est regroupés dans une CUMA, quoi. Donc voilà, on a réalisé un projet, ça a permis de maintenir nos activités, et puis ça a permis autour aussi, et on a quand même créé quelques emplois, quoi. Grâce à ça, c'est des gens du secteur qui sont quand même qui ont travaillé, quoi. Et dans 10 ans, j'espère que ce sera encore mieux, voilà, et qu'on va en faire plus de choses. Donc on y travaille pour, quoi. Ok. Alors moi, j'ai consulté mes experts préférés sur la méthanisation et ils m'ont dit que dans 10 ans, si on veut atteindre le 100% gaz renouvelable, il faudra 4000 méthaniseurs en France. Il y en a Jackie, combien 8000 en Allemagne. Jackie, dans 10 ans, il ne sera peut-être plus là. Ça lui fera 82 ans.
Dans 10 ans, ben, déjà tout de suite, faut penser à tout de suite, parce que là, il y a un projet de biogaz sur le grill, donc qu'aurait pu être réalisé, et puis on a un partenaire, La Poste, qui s'est défaussé. Donc aujourd'hui, on recherche des entreprises donc, pour acheter des véhicules qui rouleraient au biogaz. Donc l'agriculteur est prêt à investir. Pour ceux qui connaissent, c'est le système Nénuphar. On va piquer directement le méthane, l'épurer et puis le mettre dans les moteurs. Donc ça c'est du court terme. Je ne désespère pas qu'on va retrouver des entreprises en plus de celles de la commune, parce que la commune était engagée dans ce projet-là au niveau de ses véhicules. Il y a un autre projet participatif, et puis je crois que les copains, là, les nouveaux élus, la Gilles en tête, là, sont en train de développer un nouveau projet éolien participatif. Là, aujourd'hui, je crois qu'ils ont collecté 1 million d'euros sur le territoire, c'est quand même pas rien. Après en avoir collecté, il y a 7-8 ans, 650 000 euros. Donc voilà, on voit que quand on fait des choses qui marquent, les gens ils s'intéressent. Et puis il y a ce grand défi. Donc jusque-là, le Menet, c'est vrai, on s'était intéressé beaucoup à la production. Il fallait produire parce qu'il y avait des besoins, il y avait de la consommation. Et aujourd'hui, avec ce grand défi, on a pris conscience qu'il faut économiser, qu'il va falloir vivre différemment, qu'il va falloir partager, qu'il va falloir trouver des nouveaux modes d'alimentation, des nouveaux modes de production. Et puis, je voudrais faire une petite aparté, Madeleine, si tu me le permets. C'est que le Menet aujourd'hui est engagé dans un réseau international d'économie humaine, le RIE. Donc, et puis ils sont là, et puis je les remercie. Parce qu'en fin de compte, je crois qu'il ne faut pas perdre ça de vue non plus. C'est l'humain qui est au centre de toute cette dimension d'acteurs. Et donc, ce réseau international, donc, il y a une association qui va être créée prochainement sur le Menet, parce qu'on a réuni donc, en 2018, on a réuni sur Merdrignac, pour ne pas le citer, 4 continents quand même, qu'on a réussi à faire venir sur le Menet, justement pour parler de ces thématiques d'énergie, d'alimentation, de commerce international. Donc je ne désespère pas que cette association soit créée donc, sur le Menet dans les temps qui courent, parce que l'humain est au centre de nos décisions, est au centre de notre action, même si on ne l'a peut-être pas suffisamment démontré jusque-là, mais je pense qu'on essaiera de le démontrer à l'avenir, que vous êtes vraiment la sève des territoires, et c'est sur vous que demain les projets doivent reposer. Alors moi, dans 10 ans, je n'ai pas consulté les autorités du Clair, mais je me disais que ce serait bien qu'il y ait 1000 territoires engagés dans une démarche territoire à énergie positive. Sur les 1250 PCI, ça commencerait à ressembler à quelque chose. 2000 participants aux rencontres organisées, mais organisées aux 4 coins de la France, pour ne pas perdre en convivialité et puis limiter un petit peu nos déplacements. Donc on ferait chaque année 4 rencontres, mais il serait autorisé de changer de zone. Du coup, dans 10 ans, moi, je ne suis plus là. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci Pascal, Jackie et Madeleine pour la séquence.